Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Eh oui, Sud Radio à 9h37, vous le savez, vous avez la parole. 0826 300 300. Aude vous attend au standard. On parlait à l'instant de la flamme olympique avec Elisabeth Lévy, avec Françoise Degois. La flamme olympique arrive. Première étape en France à Marseille. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est une fierté pour Marseille, si vous êtes Marseillais? 0826 300 300. Et puis vous pouvez nous parler aussi de Gabriel Attal qui s'avance face au RN avant les européennes pour tenter de faire reculer le RN, la liste qui caracole en tête des intentions de vote avant les européennes du 9 juin. Débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella le 23 mai prochain. Ça vous fait réagir là aussi, 0826 300 300. Mais d'abord, les conséquences en France du conflit entre Israël et le Hamas. Rima Hassan, candidate à LFI aux européennes, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée, l'humoriste Guillaume Meurice, tous ont un point commun. Ils ont été visés par des plaintes pour apologie du terrorisme ou pour appel à la haine. Des plaintes notamment déposées par l'OJE, l'Organisation juive européenne. Maître Muriel Waknin-Melki, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes avocate, pénaliste et présidente donc de l'Organisation juive européenne. Pouvez-vous d'abord nous présenter l'OJE qui la compose et dans quel but elle a été créée? Alors l'OJE, c'est une association loi 1901 qui existe depuis 10 ans. Elle a été créée en fait au lendemain des émeutes anti-juives qui ont eu lieu dans Paris, en région parisienne, notamment les attaques à la synagogue de la Roquette à l'été 2014 et à Sarcelles, les magasins juifs Kasher qui avaient été pillés et brûlés. C'est à cette période-là, en fait, cet été-là, que s'est créée l'Organisation juive européenne. Elle avait pour vocation d'enseigner des sports de défense et également d'apprendre à se défendre verbalement avec des avocats qui avaient été accrochés pour ce faire. Et petit à petit, c'est vrai que c'est le pôle juridique, le département juridique de l'OJE qui a pris peut-être un peu plus la lumière et qui s'est étoffé année après année. Notre objectif, c'est de combattre l'antisémitisme dans les prétoires. L'antisémitisme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa forme, ça peut être un antisémitisme d'extrême droite, un antisémitisme d'extrême gauche, un antisémitisme qui provient d'un islam radical. Toutes les formes d'antisémitisme sont combattues avec la même verve. Donc lutter contre l'antisémitisme par le biais de la justice et contre le terrorisme, effectivement. Oui. Avec combien d'avocats aujourd'hui? Quand on parle d'organisation juive européenne, c'est-à-dire qu'il y a un caractère européen ou on reste ici en France? Non, en fait, on porte également la voix de certaines personnes devant la Cour européenne et on a vocation en fait à travailler avec nos homologues, que ce soit en Angleterre, que ce soit à Madrid, en Suisse. On a des échanges réguliers sur la montée de l'antisémitisme et sur les moyens que nous mettons en action devant les prétoires, devant les juridictions pour combattre en fait cette inflation exponentielle des actes antisémites. Mais justement, nous sommes plus de 50 avocats aujourd'hui. D'accord, on va en parler dans un instant de ces plaintes, mais d'abord un mot sur cette montée de l'antisémitisme en France avec un chiffre qui a été annoncé tout récemment par Gabriel Attal, Premier ministre, 366 faits antisémites au cours du premier trimestre de cette année. C'est 300% de plus qu'au premier trimestre 2023. Vous estimez depuis le 7 octobre qu'il est compliqué, voire dangereux pour un juif de vivre en France? Alors, compliqué, oui. D'accord, de manière certaine. Dangereux, ça dépend des endroits où on peut évoluer et ça dépend de la manière dont on se vêtit, si on porte une kippa, si on a un nom à consonance juive qui est très marqué et qu'on commande un Uber. Voilà, on a eu malheureusement depuis le 7 octobre beaucoup d'exemples qui nous ont conduits les uns et les autres à prendre des précautions en fait. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Certaines mezuzahs sont décrochées des portes, des fronts des maisons et des appartements habités par des familles juives. Des noms et des prénoms sont changés lorsque l'on commande Deliveroo ou Uber. Donc ce sont toutes ces petites dispositions du quotidien que nous n'avions pas auparavant qui sont prises depuis le 7 octobre. Et la réalité, c'est que oui, les actes antisémites ont explosé.
On a, nous, mis en place une ligne bleue qui permet en fait à tout un chacun d'appeler pour avoir des conseils et surtout pour être assisté par nos avocats qui sont tous bénévoles, je le rappelle. Et réaction donc sur le plan judiciaire, juridique. Depuis le 7 octobre, vous avez porté plainte à combien de reprises? Combien de plaintes avez-vous déposées à l'organisation juive européenne? Alors on a dû en déposer plus d'une centaine en fait depuis le 7 octobre. Tout n'est pas judiciarisable et tout ne doit pas être judiciarisé. Ça signifie en clair que parfois on intervient autrement, par le biais de courriers, par des appels téléphoniques que nous passons et qui sont très efficaces aussi. Et nous considérons en fait que la voie de la justice ne doit être utilisée que lorsque les infractions que nous avons relevées sont suffisamment caractérisées pour donner lieu à une enquête et ensuite à des poursuites. Ça a été le cas pour, selon vous, pour Rima Hassan, pour Mathilde Panot? Oui. Ça a été le cas. Nous avons considéré que les propos qui avaient pu être tenus, oui, tout à fait, les propos qui avaient pu être tenus par ces personnalités étaient susceptibles de constituer des infractions pour Mathilde Panot. Il s'agissait d'apologie du terrorisme, pour Rima Hassan également. Voilà, tout à fait. Un communiqué qui avait été fait le 7 ou le 10 octobre pour Mathilde Panot, présidente de groupe à l'Assemblée nationale, et pour Rima Hassan pour des propos qui avaient été tenus sur plusieurs supports. Donc nous considérons que les infractions nous semblent caractérisées. Donc nous rédigeons des plaintes, nous les transmettons au procureur de la République qui décide seul de l'opportunité ou non d'enquêter. Il y a certaines de nos plaintes qui ont été classées en moins de 48 heures. Ça a été le cas, alors c'est finalement pour Guillaume Meurice, c'est ça, l'humoriste Guillaume Meurice notamment Non, Guillaume Meurice, sa plainte n'a pas été classée de suite. Sa plainte a donné lieu à une enquête. Guillaume Meurice a été entendu. D'autres personnes de sa rédaction ont été entendues également. Ouais. Et finalement, elle a été classée sans suite. Le parquet a considéré qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour poursuivre et que l'infraction n'était pas assez caractérisée. Pour autant, il a été suspendu par Radio France. Je ne sais pas si c'est une victoire pour vous, pour l'organisation juive européenne. C'est pas véritablement une victoire. La victoire aurait été pour nous que Guillaume Meurice reconnaisse qu'il avait dépassé les bornes et que c'était des propos qui pouvaient être blessants et qui pouvaient poser sur son effectivement sketch, sur Benjamin Netanyahu, une difficulté. Ouais. Voilà. Ces propos-là étaient particulièrement pour nous offensants. Il y avait une dimension de provocation à la haine qui, pour nous, était suffisamment caractérisée pour justifier une plainte. On n'était pas sur de l'apologie, mais sur de la provocation à la haine. Et nous aurions simplement souhaité que Guillaume Meurice fasse une déclaration pour rétro-pédaler. Ça n'a pas été le cas. Il dit pas vecteur d'opinion, c'est de l'humour, il dit. Ouais. Oui, mais c'est pas de l'humour. Nous, on a le cas de Dieudonné en tête. Dieudonné qui, pendant des années, a bénéficié d'une certaine clémence des juridictions, jusqu'à finalement cumuler à ce jour peut-être plus d'une quarantaine de condamnations. Donc vous comparez en gros Guillaume Meurice à Dieudonné aujourd'hui, c'est ça, maître Waknin Melki ? Alors, je peux pas faire de comparaison parce que Guillaume Meurice, nous avons eu le sentiment qu'il glissait sur cette pente-là, que c'est très lucratif de tenir des propos de cette nature. C'est ce qui a permis à Dieudonné de vivre toutes ces années, et nous avons dénoncé cette petite boutique de la haine à plusieurs reprises dans les audiences lorsque nous plaidions devant lui. Nous le savions, il faisait des spectacles, il vendait des goodies avec ses propos à caractère antisémite. Donc, nous savons tout ce que ça génère derrière et tout le côté financier de cette affaire-là. On sait que c'est lucratif, on sait que c'est un moyen de gagner sa vie. Les influenceurs le font aussi. Sur Internet, nous les poursuivons également et les plaintes sont suivies des faits également. Là, pour Guillaume Meurice, nous avons simplement tiré une sonnette d'alarme en disant attention, cette pente est dangereuse. Nous, par expérience, ça fait 10 ans que nous travaillons sur ces dossiers-là. Nous savons où cela peut mener. Lorsque Guillaume Meurice sort un livre qui reprend en fait toute cette histoire et qu'il édite un livre derrière, ça aussi, ça va pas dans la bonne direction pour nous. Alors c'est son droit le plus absolu, il le fait très bien, mais nous considérons qu'il y a quelque chose c'est quelque chose qui ne va pas dans la bonne direction. Ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Je précise simplement que Dieudonné, lui, a été condamné. C'est aussi important de le préciser. Oui, et je reprécise, que Dieudonné, avant d'être condamné, a bénéficié de décisions de relax et de classement sans suite pendant des années. Ben voilà qui est dit. En tout cas, maître Waknin Melki, un mot quand même sur Rima Hassan. Donc, vous avez porté plainte contre elle pour apologie du terrorisme, candidate à l'EFI aux européennes, on le rappelle. Elle décrit votre organisation comme, je le cite, très proche du régime israélien, comme l'un des lobbies pro-israéliens en France. Qu'est-ce que vous lui répondez à Rima Hassan ?
Écoutez, j'ai pas de réponse particulière. Elle a édité une photo pour laquelle j'ai eu l'honneur de rencontrer le président Herzog. Président israélien, oui. Oui, le président Herzog, qui est du Parti travailliste, donc elle connaît mal ses classiques. J'ai présenté le travail que l'OJE faisait sur la lutte contre l'antisémitisme en France. C'est dans ce cadre-là que j'ai pu le rencontrer. C'est un travail de 10 années et je ne l'ai pas rencontré cette année, je l'ai rencontré en 2022. Donc c'était l'objet de cette rencontre et j'en suis très fière, je suis très fière de cette photo encore. Nous sommes totalement indépendants, nous sommes apolitiques à l'OJE, nous ne faisons pas de politique, nous ne sommes rattachés à aucune institution, nous ne sommes pas rattachés au CRIF par exemple, et surtout nous ne bénéficions d'aucune subvention publique, ni de subvention publique de l'État français, ni de subvention publique de l'étranger, et non plus d'Israël. Donc, je tiens à le préciser, nous sommes totalement autonomes, totalement indépendants, nous n'avons pas de salariés, et nous travaillons tous énormément bénévolement. Voilà. 2 dernières questions, Maître Waknin Melki. Tout d'abord sur ces blocages qui ont lieu dans les universités en France, du côté de Sciences Po, du côté de la Sorbonne, les forces de l'ordre ont évacué ces étudiants. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous militez justement pour l'intervention à chaque fois des forces de l'ordre vous-même? Est-ce que vous le demandez? Alors, nous, on ne fait pas de demande particulière, mais nous représentons et nous assistons ces étudiants juifs qui n'arrivent plus à se rendre à leurs cours et à étudier tranquillement. Nous assistons aussi d'autres personnes qui ont été virées, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des amphithéâtres où certaines conférences se tenaient. Donc on connaît cette souffrance et cette problématique. Là, on parle d'une école quand même assez prestigieuse. Sciences Po, c'est pas rien. Pour l'intégrer, quand on ne bénéficie pas de passerelle, il faut travailler, il faut cravacher. Arriver à intégrer cette école pour finalement être traité de cette manière, c'est juste insupportable. Nous sommes aux côtés des étudiants au quotidien. Donc oui, c'est très bien que les forces de l'ordre interviennent. C'est très bien que le préfet soit aussi actif et proactif pour permettre aux étudiants qui ont envie d'étudier sereinement de pouvoir le faire. Puis je le dis à tous les camarades qui ne sont pas juifs, soyez sympas avec vos camarades juifs, pensez un petit peu à ce que ça peut faire quand vous arrivez dans la fac et que vous voyez écrit un peu de partout juifs, sionistes, dehors. C'est très dur à vivre. C'est très très difficile. Il y a un grand sentiment de solitude. Et nous, à l'OJE, on est là pour accompagner ces étudiants. Le message est passé. Un dernier mot tout de même. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous avez prévu de porter plainte? Est-ce que vous avez déjà porté plainte à l'organisation juive européenne? Non, parce que nous n'avons jamais pu caractériser suffisamment des infractions à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Nous n'avons pas considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments constitutifs pour pouvoir déposer une plainte. Et à l'OJE, nous ne déposons jamais de plainte juste pour le plaisir de déposer des plaintes. Nous déposons des plaintes quand nous savons que les faits sont quand même suffisamment constitués. Merci beaucoup, Maître Muriel Waknin Melki, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes avocate, pénaliste et présidente donc de l'organisation juive européenne, l'OJE. Merci à vous. 9h50 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec vous au 0826 300 300. À tout de suite.